Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Crise politique au Mali, la CEDEAO va-t-elle se conformer à la volonté du peuple malien? Le pouvoir de Ibrahima Boubacar Keïta vacille mais ne tombe pas. La rue peut-elle faire partie IBK? Nous accueillons notre premier invité, un panafricain béninois, journaliste indépendant, Olivier Dossouf. Bonsoir, merci de nous accompagner en ligne depuis Belgique. Bonsoir Amos, je salue également tous ceux qui nous écoutent et merci encore pour l'invitation que vous me faites pour échanger avec vous au sujet de la crise au Mali, un pays frère de l'Afrique de l'Ouest. Olivier Dossouf, je le disais, vous êtes un grand panafricain béninois, vous suivez de près ce qui se passe actuellement au Mali et ce qui ressemblait au départ à un mouvement d'humeur de l'opposition politique malienne semble devenir un mouvement citoyen généralisé de désapprobation de la gouvernance d'IBK. Les Maliens rassemblés au sein du mouvement M5 demandent purement et simplement la démission d'IBK. Alors Olivier Dossouf, comment en est-on arrivé là? Je dirais que la crise malienne est essentiellement liée à deux aspects. Premier aspect, c'est un aspect lié à la crise de la légitimité des différents leaders qui se sont succédés à la tête du pays depuis plusieurs années. C'est vrai que ces différents leaders avaient une forme de légalité démocratique, mais au plan de la légitimité, ces leaders ont échoué à incarner l'intérêt général du peuple malien. Alors, lorsque vous prenez par exemple le président Alpha Omar Konaré, qui a gouverné le Mali à travers 2 mandats successifs, vous prenez également son successeur Amadou Toumani Touré, qui a été chassé du pouvoir au terme d'un coup d'État en 2013. Vous prenez également le président Diankouda Traoré, qui a assumé la transition. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu en 2013, comme nous le savons. Nous assistons en fait à une forme d'incompétence, incompétence au sommet de l'État. La plupart de ces leaders-là ont plutôt servi leurs intérêts propres, se sont énormément enrichis, ont pillé le Mali, et jamais au Mali on a privatisé autant ces dernières décennies. C'est-à-dire que en 30 ans de gouvernance démocratique, c'est-à-dire autour de 91 à ce jour, on a assisté à un véritable bradage de l'économie malienne avec vraiment des privatisations ruineuses pour l'ensemble du peuple malien. Alors, à ces différentes raisons que j'ai évoquées précédemment, il faut ajouter également le rôle de la France au niveau de la crise malienne. Aujourd'hui, les 2/3 du territoire malien échappent au peuple souverain du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a signé un certain nombre d'accords de défense et de sécurité qui ont bradé le pays et sa souveraineté au plan de la sécurité aux forces de Barkhane, c'est-à-dire les forces françaises. Et celles-ci ont maintenu dans le pays un état d'ingouvernabilité avec une forme de chaos contrôlé qui fait que les 2/3 du territoire malien sont aujourd'hui dans une situation instable. Et cette situation d'insécurité généralisée au plan militaire et au plan politique a précipité également une crise de la gouvernance, une crise de la légitimité qui a vu de nombreux scandales de corruption, de pillage, de détournement de l'argent des militaires, de détournement des crédits alloués aux forces de sécurité et de défense. Et ensuite, vous avez assisté également à une forme
d'élections souvent truquées qui ont permis de maintenir le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta au sommet de l'État sans véritablement avoir une légitimité à la base au niveau donc électoral. Alors, lorsque vous prenez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est véritablement le dernier scrutin législatif qui a eu lieu dans des conditions absolument calamiteuses qui ont permis donc au parti d'Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir une certaine majorité, mais une majorité contestée et absolument controversée. Alors cette majorité-là, qui est contestée aujourd'hui par le peuple malien, a été rendue possible par la mascarade en termes de décision au niveau du juge électoral, le juge constitutionnel, Madame, comment il s'appelle, Madame Manassa Danioko, qui a permis, par exemple, l'élection de Karim Keïta alors qu'il était battu dans son fief à Bamako. Alors, lorsque vous ajoutez ces différentes raisons, crise de la gouvernance démocratique, crise de l'État malien, privatisation exacerbée, ruine des caisses de l'État, faillite éthique et morale, détournement de l'argent des militaires et puis également insécurité avec la présence des forces étrangères, des forces européennes, des forces onusiennes, des forces françaises. Le Mali aujourd'hui est dans une situation de chaos généralisé avec une paupérisation massive des populations maliennes. Et c'est toute cette situation-là que le peuple malien, dehors à travers le mouvement du 5 juin RFP, dénonce depuis le 5 juin, donc il y a exactement bientôt 2 mois. Et cette situation aujourd'hui n'est pas sans rappeler la situation que vit l'ensemble des pays francophones qui sont en crise. À vous écouter, on voit que vous avez bien expliqué la situation sociopolitique au Mali avec cette crise qui perdure et perdure. C'est ce qu'a dénoncé également plusieurs mouvements de la société civile malienne. Eh bien, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est à la rescousse depuis quelques jours dans ce pays. On parle du Mali. Et pour l'heure, les Maliens semblent rejeter les premières propositions de sortie de crise, car jugées trop timides, mais surtout non conformes à leurs aspirations profondes. La nouvelle mission de haut niveau attendue jeudi dernier est composée du Nigérien Mamadou Issoufou, du Sénégalais Macky Sall et du Ghanéen Nana Akufo-Addo et de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Arriverait-elle à relever le défi selon vous, Olivier Dousoufado? La CEDEAO a en effet été missionnée pour régler la crise malienne et les pairs africains de cette organisation sous-régionale ont désigné l'ancien chef d'État Goodluck Jonathan pour régler cette crise. En effet, Goodluck Jonathan est arrivé au Mali le 14 juillet, il est resté 5 jours, il a négocié avec les différentes parties prenantes de la crise malienne. Sa mission a abouti à un échec total, mais il faut dire 2 choses. La première, c'est la personnalité du médiateur. Goodluck Jonathan est un président qui sert essentiellement les intérêts de la France-Afrique. Sa présidence à la tête du Nigeria est suffisamment éloquente et témoigne de ce qu'il ne peut pas apporter une solution et une perspective heureuse au peuple malien. Je rappelle que c'est sous sa férule que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, l'armée nigériane, les forces de sécurité et de défense du Nigeria se sont impliquées dans l'éviction de façon brutale et violente du président légitime Laurent Gbagbo. Donc, Goodluck Jonathan, c'est un président extrêmement fantoche qui n'est pas du tout crédible et qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Évidemment, nous sommes dans le cadre d'un syndicat de chefs d'État africains, notamment francophones, qui a à cœur de soutenir un de leurs pairs qui est menacé de destitution par la population. Et le risque est d'éviter que ça ne fasse un effet de domino dans la sous-région. C'est pour cela qu'il est dépêché. Alors, la seconde raison, évidemment, liée à cette mission, c'est que les propositions formulées par le médiateur Goodluck Jonathan ont trait essentiellement à une participation de
à un gouvernement de large union nationale. Autour de 50% de postes seraient réservés donc aux contestataires, donc au MRC, au M5 RFP, et ils ont également acté la nécessité d'aller vers la dissolution de la Cour constitutionnelle, qui est également l'une des pommes de discorde. Vous avez également des législatives partielles qui sont annoncées. Mais tout ça ne pourra véritablement pas sauver IBK. La preuve, les différents contestataires, le mouvement du 5 juin RFP a rejeté l'ensemble de ces propositions parce qu'ils ne sont pas dans une démarche électoraliste. La contestation populaire, c'est une contestation qui touche au cœur même de l'État malien, sa pérennité, sa survie. Et IBK aujourd'hui est un frein à la survie de l'État malien en tant qu'entité sociale, philosophique et pérenne. C'est pour cela que les manifestants, amenés par l'imam Dicko, exigent purement et simplement sa démission. Eh bien, parlant toujours de la CEDEAO, elle a un bilan inconstant dans la gestion des crises. Dans les cas burkinabé et togolais, elle a complètement failli. Par contre, pour les crises gambiennes et à certains égards la guinéenne, la CEDEAO a semblé être au rendez-vous. Et les citoyens ouest-africains semblent, dans leur grande majorité, ne pas faire confiance à la CEDEAO. Alors, Olivier Dosso-Fado, test ultime pour l'organisation sous-régionale dans cette crise malienne. Il faut dire que la CEDEAO, depuis 45 ans d'existence à peu près, a un bilan mi-figue, mi-raisin. Nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais globalement, le bilan de la CEDEAO en matière de résolution des conflits laisse à désirer. Lorsqu'on prend des conflits dans lesquels la France-Afrique est extrêmement impliquée, vous prenez le cas du Togo, le cas de la Côte d'Ivoire, et même au niveau du Mali, la CEDEAO a complètement failli. Je vous rappelle que depuis que le guide libyen a été assassiné, c'est-à-dire le 20 octobre 2011, vous avez eu une déferlante de terroristes et de djihadistes qui sont venus au nord Mali, qui ont massacré, qui ont complètement anéanti l'État, et il fallait intervenir de façon ferme et forte. La CEDEAO a été aux abonnés absents. Elle a préféré sous-traiter ce travail-là de sécurisation des territoires ouest-africains aux forces étrangères françaises, qui par la suite vont confier une partie de leur mandat aux forces des Nations Unies qu'on appelle la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Et aujourd'hui, on parle d'un dispositif Barkhane qui implique les 5 pays du Sahel. Mais l'ensemble de cette architecture, à la fois politique, institutionnelle et militaire, exclut la CEDEAO, puisque nous n'avons pas l'ECOMOG, qui est la force de sécurisation et de stabilisation de la CEDEAO. La CEDEAO a préféré sous-traiter son devoir à la mission des Nations Unies au Mali et à la force Barkhane. C'est une grave trahison et ce que nous vivons aujourd'hui au Mali, elle est en partie responsable de cette situation-là. C'est-à-dire que le Mali signe l'échec en lui-même de la responsabilité de la faillite de la CEDEAO en ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et surtout de défense de souveraineté. Lorsque vous prenez également la question de l'écho, vous voyez également l'échec de la CEDEAO à ce jour. Parce que la CEDEAO, si elle est capable de parler d'une seule et même voix en ce qui concerne le cas malien, mais il est quand même regrettable de constater qu'en ce qui concerne une monnaie ouest-africaine qui est censée amener vers un développement économique et social de cet espace constitué de 15 pays, après le retrait de la Mauritanie, la CEDEAO ne parle pas d'une même et seule voix. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, au plan politique, au plan sécuritaire, la CEDEAO a complètement échoué. Au plan, j'allais dire,
institutionnelle et démocratique, la CEDEAO aujourd'hui, lorsque vous prenez l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des pays francophones sont le grand malade de l'Afrique. Vous prenez la Guinée d'Alpha Condé, vous prenez le Niger de Issoufou, vous prenez le Togo de Faure Gnassingbé, vous prenez le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Sénégal de Macky Sall, vous prenez la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, le Bénin de Patrice Talon. Tous ces régimes-là sont des régimes faillis qui ont échoué sur le plan démocratique à même respecter les principes édictés par la CEDEAO, notamment le protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. Donc, clairement, pour nous aujourd'hui, il est question de dire que la CEDEAO, en ce qui concerne son bilan, il est globalement négatif pour les différents aspects que je viens d'énumérer. Sous pression populaire, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dissous la Cour constitutionnelle, une des revendications des manifestants. Alors ce signe d'ouverture du pouvoir malien pourrait-il amener le mouvement M5 à bouger sur sa revendication ultime de la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta? Alors, la question à laquelle vous faites allusion est celle de la mesure préconisée, qui est celle de la dissolution de la Cour constitutionnelle, qui est également une des mesures ou des mesurettes avancées par le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de ces deux discours, mais notamment lors de son discours du 11 juillet 2020. Il a acté la dissolution de la Cour constitutionnelle. Alors, cette dissolution pose un certain nombre de problèmes, puisqu'elle a été dénoncée et attaquée au niveau de la Cour suprême par la présidente de cette institution, la présidente sortante, qui est Manassa Dani-Okoro. Alors, elle estime que le président n'a pas les prérogatives pour dissoudre cette institution-là. Or, nous sommes dans une question de crise politique majeure et il faut aller vers des solutions qui soient des solutions qui permettent aujourd'hui de sortir de l'engrenage. Parmi ces solutions-là, si ça passe par la dissolution de la Cour constitutionnelle qui est controversée et contestée, je pense que on peut saluer cela. C'est un bon début. Mais le véritable problème, le nœud gordien de la crise au Mali, c'est la personnalité du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a échoué et dont l'ensemble des manifestants exigent aujourd'hui la démission pure et simple. Donc, ce n'est pas avec des mesurettes ou des réformettes que il va pouvoir contenter les manifestants, puisque effectivement, il donne la tête de la présidente et de l'ensemble des membres de la Cour constitutionnelle sur l'autel d'un compromis politique pour sauver son fauteuil présidentiel, mais il n'est pas certain que cette situation puisse calmer les ardeurs des manifestants et aboutir à une solution apaisée. Donc cette dissolution pour moi est une opération de marketing qui vise à penser une plaie à la surface, mais l'intérieur de la plaie est gangréné et en réalité, il faut traiter à la racine le problème malien. Et le problème malien, il porte un nom, ou j'allais dire deux noms, Ibrahim Boubacar Keïta et la France-Afrique. Et c'est ces deux solutions-là qu'il faut immédiatement trouver. Évidemment, dans les négociations, la CEDEAO ne vient pas sur la table avec la question de la souveraineté du Mali, l'insécurité qui gangrène l'ensemble du territoire, y compris même Bamako, qui est frappé jusqu'à un avenir récent par des attentats. Mais vous avez les affrontements entre Peul et Dogon, mais également la question de Kidal, qui aujourd'hui est complètement une zone de non-droit dans laquelle les autorités maliennes ne peuvent pas véritablement s'y rendre. Et chaque fois qu'elles doivent se rendre à Kidal, elles doivent demander une autorisation aux forces de Barkhane, aux forces françaises. Et la dissémination des bases militaires françaises à Gao et à Kidal est également une des causes
sinon la grande cause de l'effondrement de l'État malien, qui était un État déjà corrompu de l'intérieur, un État failli par les pratiques des différents gouvernants Amadou Toumani Touré, Alpha Omar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, l'ensemble de ces questions-là méritent d'être résolues de façon radicale. Sinon, nous allons penser des plaies avec des espèces de mesurettes qui ne régleront pas la crise malienne, qui est également une crise économique et sociale avec la pauvreté au Mali, les salaires extrêmement bas, une crise économique liée également au Covid-19 qui fait aujourd'hui que l'ensemble des activités et de l'économie malienne s'est effondré. Vous avez le coton qui a baissé au niveau des prix à l'export. Vous avez pendant ce temps un pillage de la part du président de la République qui est impliqué dans un certain nombre de scandales, notamment celui de l'avion présidentiel et les pratiques mafieuses de son fils, Karim Keïta. La prise du leadership de l'imam Mahmoud Dicko est la conséquence malheureuse de la démission et de la crédibilité de l'opposition politique malienne. Le pouvoir pris par l'homme religieux, par la force des choses, augure-t-il un meilleur climat politique à moyen et à long terme? Est-ce que cette forte ingérence du religieux ne met-il pas en danger le principe de la laïcité de la République du Mali selon vous, Olivier Dosifado? L'imam Dicko n'est en réalité que le reflet de l'effondrement ou de l'échec de la classe politique traditionnelle malienne. Mais on ne pourra pas dire un échec de façon absolue. Il faut relativiser parce que lorsque vous voyez le M5 RFP, vous avez beaucoup de leaders politiques qui sont en arrière-plan, qui forment l'ossature même de cette association-là. Vous avez des leaders comme Choguel Maïga, Kaoudjim également, qui est un leader de premier plan. Vous avez Mohamed Batili, l'avocat, et également Maître Muntagatal. Donc l'ensemble de ces leaders-là également ont une expérience politique avérée, puisque certains ont été ministres de IBK, ont travaillé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est dire quand même que on doit relativiser l'échec de la classe politique. La classe politique est toujours là, mais les grands ténors, l'ensemble des principaux leaders politiques, à la fois ceux de la majorité présidentielle, même certains de l'opposition, ont complètement échoué. Aujourd'hui, la population malienne aspire à autre chose, aspire à changer, aspire à avoir des leaders qui soient beaucoup plus au service des populations, qui développent le pays, qui sécurisent les populations et leurs biens, et qui puissent tracer de grandes perspectives pour l'avenir du Mali. Parce que ce dont il est question, c'est l'avenir du Mali en tant qu'entité étatique, en tant que structure sociale pérenne. Aujourd'hui, le Mali est divisé et plus des 2/3 du territoire sont occupés par des mouvements djihadistes et les attentats sont récurrents. Donc la question de l'imam Dicko, oui, il apparaît aujourd'hui comme un véritable leader, mais il n'est pas seul, il est entouré d'une pléiade d'acteurs politiques et d'activistes de la société civile qui sont extrêmement politisés et qui tiennent un discours qui répond aux aspirations des populations. C'est pour cela qu'il y a un véritable ancrage populaire, il y a un écho auprès des populations. Donc, je crois que dans l'ensemble, la situation vers laquelle nous allons, avec par exemple la médiation des chefs d'État ouest-africains qui se sont dépêchés aujourd'hui, depuis quelques jours, donc au Mali, l'ensemble de ces chefs d'État-là aspirent véritablement à protéger un régime, non pas à répondre aux aspirations populaires et démocratiques du peuple malien qui demande la démission pure et simple d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Lorsqu'on voit la composition de toute cette délégation-là, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président Issoufou du Niger, vous avez Macky Sall du Sénégal, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, le président Buhari du Nigeria et l'ancien chef d'État du Nigeria, Goodluck Jonathan, sans parler de l'implication très active de l'Union européenne à travers les ambassadeurs accrédités au Mali et également l'ambassadeur de France, vous avez comme ça une forte pression sur les leaders du M5 RFP pour les amener à changer d'orientation politique et maintenir en l'état Ibrahim Boubacar Keïta au profit de quelques réformettes ou quelques mesurettes. Toute la question est celle de savoir si ces différents leaders-là vont tenir ferme et vont maintenir le gouvernail qui est celui de défendre l'intégrité territoriale du Mali qui passe par la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a vendu le Mali, aujourd'hui occupé par des bases militaires, qui a signé des accords secrets de défense avec la France, qui ne respecte pas les accords d'Alger, qui a complètement échoué sur le plan éthique et moral, qui ne respecte pas la Constitution, qui viole les lois de la République et qui pille abondamment avec son clan, son oligarchie, les ressources de l'État malien. Olivier Dossou, vous venez de parler de la France comme étant aussi une partie de la crise malienne. Alors dites-nous concrètement comment le système France-Afrique s'opère-t-il actuellement au Mali et quel serait votre mot de fin? Au même moment où il y avait les contestations, nous avons assisté à, par exemple, la cession des aéroports du Mali qui ont été vendus au groupe Aegis pour une forme de location-gérance, mais qui s'est fait dans l'opacité la plus totale, sans appel d'offres viable, sans mise en concurrence, alors qu'en 2011, elle avait été évincée au profit des Canadiens. Donc c'est vous dire combien la France-Afrique est très très active au niveau du Mali, parce que l'objectif est de pérenniser un système aujourd'hui qui est à bout de souffle, avec le franc CFA, avec les contestations populaires qu'il y a un peu partout contre l'ensemble des dirigeants francophones qui ont échoué dans leurs pays respectifs. Lorsque vous prenez le Gabon d'Ali Bongo, qui est un président extrêmement fantomatique que personne ne voit, la Guinée d'Alpha Condé, le Mali de Macky Sall, le Bénin de Patrice Talon, le Togo de Faure Gnassingbé, le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Niger également, un pays extrêmement détruit et morcelé par des bases militaires sous la houlette de Issoufou. Toute l'architecture de la France-Afrique aujourd'hui s'écroule sous le poids des contestations populaires et démocratiques des populations. Voilà l'enjeu de la crise malienne qu'il faut véritablement soutenir, et je lance un appel à tous les patriotes panafricains de se mobiliser aux côtés du peuple malien, de soutenir le peuple malien pour que la victoire soit en faveur du peuple malien à travers la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta pour véritablement instaurer une gouvernance transitoire qui mette sur les rails les principes de bonne gouvernance, un état de droit, mais surtout une souveraineté du peuple malien, des Maliens, dans la droite ligne, dans le droit fil de ce qu'incarna le leadership du président Modibo Keïta, qui a été assassiné, comme nous le savons, par la France-Afrique de Moussa Traoré en 1977 dans les prisons. Voilà en gros ce dont il est question. Merci encore à vous pour le travail que vous abattez et merci et à bientôt. Merci beaucoup Olivier Dossou. Je rappelle que vous êtes un grand panafricain béninois. Vous êtes également journaliste indépendant. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la Belgique. Bonsoir et bon week-end. Kanal K.